Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. On se retrouve sous une chaleur caniculaire pour parler du prochain jeu des Dark Monkey. Il s'agit de Section 13. Section 13, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne intégrale, comme les 12 singes ont l'habitude d'en faire, où à l'intérieur il va y avoir tout le contenu pour jouer, excepté que cette fois-ci il faudra avoir au moins les règles de Cthulhuac, donc la réédition, dont j'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous la mets ici là, ping. Donc section 13, on va se faire un petit déballage pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, on va parler des bouquins qui sont sortis. Il y a un bouquin en plus dont je parlerai pas tout de suite, on en reparlera un peu plus tard quand il sortira. Et on va essayer de voir un peu ce qu'il y a dans le matos, ce que vaut cette campagne. On fera une première partie où on détaillera un petit peu la qualité du matériel, etc. Et puis on se fera une partie spoiler, pour ceux qui comptent acheter cette campagne pour la faire jouer. C'est quand même important de savoir ce qui s'y trouve. Donc on se fera une partie spoiler où je vous raconterai un petit peu en détail comment ça se passe dans la campagne, comment ça fonctionne, est-ce qu'on c'est un bac à sable, est-ce que c'est linéaire, quel est l'impact des personnages, etc. etc. Ok. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc ce qui nous aide beaucoup, c'est le pouce bleu sous la vidéo, c'est important. N'oubliez pas, si vous voulez partager cette vidéo à des amis qui hésiteraient pour acheter aussi, n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment aller sur notre Discord pour rejoindre la communauté. On discute un peu tous les jours, un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Et souvent de n'importe quoi quand même. Allez, on jette un coup d'œil à section 13. Alors, section 13, il s'agit d'abord d'un coffret comme celui-ci, qui est plutôt joli. Alors, on n'est pas sur une boîte comme habituellement avec les 12 singes, on est vraiment sur un slipcase où on va rentrer tous les bouquins. Donc ça, c'est quand on a la version collector, la version intégrale de section 13, qui a été financée sur Game on Tabletop. Et on va sortir le contenu. Et donc, comme je vous l'ai dit, hop là, il y a un bouquin que je vais mettre de côté puisqu'il n'est pas encore d'actualité. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le slipcase, sincèrement, il est très cool. Il est carrément costaud, ça marche très très bien. Donc voilà, moi j'aime bien les formats boîte, mais là c'est pas format boîte, c'est un format slipcase. Ça me va aussi très très bien. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a cet écran. Si j'arrive à l'ouvrir, évidemment, parce que je suis un peu un tocard. Hop là, on a cet écran qui va être plutôt joli. Alors qu'en d'habitude, je pense que je vais vous le passer en caméra frontale, ça sera peut-être plus simple. Hop, voilà pour l'écran à quoi il ressemble. Donc on a pas mal de petits dossiers confidentiels, etc. Au milieu, on a l'icône section 13, le petit logo. On va voir un petit peu de quoi il s'agit pour ce logo. Et d'autres petits mouvements comme ça sur le côté. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve sauvegarde des menaces, hors-jeu, folie passagère, donc les règles de Cthulhuac, les ressources, l'encombrement, parce qu'il y a une petite partie un peu différente de ce que propose d'habitude Cthulhuac là-dessus. Il y a des petits changements de règles, l'ouverture des portes, même principe, petit changement de règles. Et ensuite, là-dessus, c'est du spoil, là on n'y touche pas pour l'instant, l'index des PNJ, la chronologie de la campagne, etc. etc. Index des PNJ très très cool, puisqu'il permet de s'y retrouver très facilement quand vous allez vouloir masteriser la campagne. Ensuite, nous avons le cœur du sujet. Nous avons section 13, le livre de la campagne. Nous avons également le guide de l'agence et nous avons le pack du MJ. Ça là, toute cette épaisseur, ce sont les aides de jeu. On va se les détailler. Vous allez voir qu'il y a un peu de matos quand même. Commençons par le guide de l'agence. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite version simplifiée de ce que doivent savoir les joueurs avant de commencer à jouer. C'est quoi la section 13? Un peu d'histoire sur la section 13, etc. Les grades dans la section 13. Les différents personnages que vous allez croiser, le quartier général, comment ça marche, la progression des personnages, comment ça marche, les différentes pièces qu'ils peuvent débloquer, etc. Mais ça, on va en parler quand on va arriver dans le cœur de la campagne. En gros, ça, vous donnez ça à vos joueurs, ils lisent ça, il y en a pour 10 minutes, et ils ont toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir s'immerger dans la campagne et être efficace en tant qu'agent de la section 13, puisqu'on parle de ça. Ensuite, on va se mettre le pack de MJ de côté pour l'instant, on le verra une fois qu'on aura vu le livre de base de la section 13. On arrive donc sur le livre de la section 13, le cœur de la campagne, avec un bouquin sacrément joli. Je trouve le design et l'esthétisme de ces couvertures vraiment, vraiment très très chouette. En plus, ils rentrent bien dans la gamme Cthulhuac, je trouve. Ça marche très très bien. Et alors moi, le truc qui m'a mis sur le cul quand je l'ai ouvert la première fois, c'est un double signet. Un double signet aux couleurs de la section 13, donc un blanc et un violet, qu'on va pouvoir retrouver ici. Et ils sont tellement cool, sincèrement. Ça, c'est le genre de détail, moi, dans les bouquins, ça me fait craquer. On a un signet au code couleur de la section 13. Je trouve ça vraiment, vraiment super chouette. Ça montre un peu le souci du détail qu'ils ont eu sur cette édition qui marche vraiment très très bien.
Donc les livres de campagne sont le détail, une couverture avec un agent de la section 13, un symbole ésotérique derrière, pas mal de documents confidentiels, etc. Petit vernis sélectif sur le logo et sur le section 13 ici. On arrive ensuite sur le dos du livre où on reprend juste section 13, etc. Et derrière, petit vernis sélectif sur le section 13, encore une fois, et on détaille un petit peu tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, tous les scénarios dont il va être question. Le livre seul coûte 49 €. Une cinquantaine d'euros pour une campagne qui va, durer, un petit peu quand même, hein. On n'est pas sur une campagne qui a duré 1 an et demi, mais on est sur quelque chose d'assez long. On a 6 scénarios à l'intérieur, donc il y a de quoi faire. Donc c'est une campagne de Christophe Biernaud, j'ai été voir, je crois que c'est la première chose qu'il a écrit et je crois que c'est ce que Jérôme nous avait dit quand on l'a vu en interview, que c'était le premier écrit qu'il avait. Bah, en tout cas, on va voir un petit peu, qu'est-ce que ça vaut? Premier écrit d'un auteur, c'est toujours intéressant. Donc on arrive sur le sommaire évidemment, où l'introduction avec tout le contexte, hein, ce qui va reprendre une partie de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le guide de l'agence. Ensuite les 6 scénarios et quelques annexes, notamment les personnages pré-tirés avec lesquels on va jouer, et la magie, puisqu'il y a quelques points de magie. On y va, introduction, section 13, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on joue? C'est quoi l'histoire? De quoi ça parle? On va rester sur une partie sans spoiler pour l'instant, et on fera une partie avec spoiler juste après, où je vous détaillerai un petit peu plus ce qu'il en est au niveau des scénarios. Pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le matos de la section 13. Évidemment, tout ce qui est sécurité émotionnelle, etc., etc. Le système de jeu, on est sur du Cthulhuac. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur Cthulhuac si vous ne l'avez pas encore vu. Si jamais vous voulez un résumé des règles, en gros, Cthulhuac, on a 6 sauvegardes qui correspondent aux caractéristiques de l'Endragon, hein, c'est-à-dire force, intelligence, sagesse, dextérité, constitution, charisme. Quand quelqu'un ou une menace va arriver pour essayer de nous faire quelque chose de mal, on va lancer une sauvegarde. Si on fait en dessous ou au-dessus de notre score, en dessous de notre score, on y arrive, on réussit. Et en dehors de ça, on a le cœur du système, le système de ressources, c'est-à-dire que quand on va enquêter, si on enquête de manière physique, on va utiliser notre torche. Quand on va enquêter de manière plutôt sociale, on va enquêter avec notre bagou. Et en gros, ce sont des niveaux de dés. On commence avec un niveau de dés, par exemple, quelqu'un qui est un peu habitué en bagou va commencer avec un des 10, il va jeter son dé 10 quand il va faire du bagou, il va réussir son jeu automatiquement, sauf que si le dé tombe sur 1 ou 2, il va diminuer le dé d'un cran, il va arriver une petite difficulté, et la prochaine fois, bah, il aura pas un dé 10, il aura un dé 8, etc., etc., etc. Ça marche de la même façon pour la santé mentale, hein. On a un niveau de santé mentale, un niveau de dé, on le jette, et dès qu'on fait 1 ou 2, et ben on a une petite folie passagère, et on descend le dé d'un cran, et en dessous du D4, il n'y a plus rien. Ça marche plus, c'est cassé. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire un résumé complet des règles de Cthulhuac qui sont des règles qui marchent très très bien et qui fonctionnent très très bien. C'est de parler de section 13. Donc section 13, ils ont rajouté quelques petits détails, notamment l'encombrement. L'encombrement, dans Cthulhuac, on se prend pas trop la tête avec. Là, il y a quand même une petite règle d'encombrement. Alors, on n'est pas sur Pathfinder ou Donjon, à pas calculer au poids, les machins, etc. Il y a un nombre de points d'encombrement, tout simplement, et ça s'explique parce que dans le jeu, les enquêteurs font partie de la section 13, qui est donc une section du AMI, donc c'est-à-dire les services secrets anglais, en gros, c'est la section ésotérique des services secrets anglais. Et en fait, on est un peu sur une sorte de James Bond, hein, on va être très clair. On n'est pas sur du Cthulhu ultra horrifique, on est sur du Cthulhu un peu pulp, où on va jouer des James Bond qui partent en mission. On va se battre à coups de stylos paralysants et de chaussures explosives. Et du coup, l'encombrement sert non seulement à transporter quelque chose pendant la campagne, qui va être assez gros, assez volumineux, mais aussi à savoir quel matériel ils vont prendre. Est-ce que je prends ces outils de crochetage et cette arme, ou est-ce que je prends cette torche et ce machin, voilà. En gros, c'est avant de partir, ils vont faire leur équipement en passant voir le cliché du mec qui fait des expériences, etc. Pareil, un petit encart sur l'ouverture des portes, hein, une règle qu'ils ont mis en place particulièrement pour la campagne, avec un système de sauvegarde, de jet de torche avec avantage ou non, suivant qu'on a la compétence, pardon. J'ai toujours du mal avec les nouvelles règles de Cthulhuac, la compétence et également si on a les outils pour crocheter la porte. Une gestion de l'argent où on nous dit on s'en fout, voilà, vous aurez les moyens de faire ce que vous voulez, à peu près, du moment que les joueurs sont pas trop abusés. Ensuite, on détaille la section 13. Qu'est-ce que c'est? Le MI13, donc on nous explique que c'est quelque chose qui a été monté au XVIe siècle par la marquise de Wellington, qui avait vu des choses horribles, ils ont enquêté, ils ont créé une association pour essayer de lutter contre les forces occultes et le mythe. Et puis du coup, au bout d'un moment, ça a été intégré directement par la reine
au, au service secret et ils ont monté la section 13, etc., qui se situe dans un manoir, le manoir Wellington, toujours. Nous avons les personnes que l'on croise. Alors, toutes les illustrations sont souvent des photos. Alors, autant ça marche bien en termes d'ambiance, autant les portraits de personnages, il y en a qui marchent très bien. Jason Holmes et Liam Attenborough fonctionnent vraiment bien. Par contre, il y en a qui fonctionnent un peu moins bien, et c'est dommage parce que quand on voit la qualité des illustrations qu'on a, des quelques illustrations qu'on a, j'aurais bien aimé avoir des illustrations, surtout pour un truc aussi pulp. On n'est pas sur un truc où on va être extrêmement pointu dans le détail de tout ce qui se passe. Donc voilà, on aurait pu avoir les jolies illustrations. C'est un petit peu dommage, mais ça fait le café, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment ça se passe? Ensuite, on nous présente les différents personnages. Ça, c'est les pré-tirés. Lady Victoria Wellington, qui est l'héritière de... comment elle s'appelle, Wellington, je ne sais plus comment, de Emily Wellington, qui est donc la directrice de la section 13, sachant que à la section 13, on n'a que des directrices, hein, c'est une façon de procéder qui a été instaurée dès la création de la section 13, donc ce sera forcément des femmes qui seront au pouvoir, et Lady Victoria Wellington est celle qui devrait normalement prendre la relève. Nous avons le docteur Nikolai Ivanovich Vassiliev, nous avons Ron Coolidge, Clarisse Musard, Bruce Mackenzie. Je ne rentre pas trop en détail parce que le but n'est en effet de ne pas spoiler, mais les personnages sont extrêmement intéressants. Ils ont tous, on le verra un petit peu plus tard, des liens avec les autres, leur façon de penser sur chacun de leurs collègues, etc. C'est toujours intéressant à jouer dans les campagnes, ça amène toujours du fluff et du jeu. Ensuite, on nous explique la progression de personnages, comment ça marchait, et puis on commence avec des documents directement qui vont nous dire un peu la section 13, machin. Là, c'est la lettre de Emily Wellington à Victoria, donc sa nièce. Ensuite, on a des rapports sur une ancienne, les 12 singes, hein, toujours, hein, des milliards d'aides de jeu qu'on retrouvera dans le pack du MJ derrière à distribuer aux joueurs, sur le contexte de pourquoi, comment ça s'est formé, etc. Et ensuite, on a le matériel de la section 13, donc tous les objets que les personnages vont pouvoir acquérir au fur et à mesure. Et ensuite, on arrive dans l'évolution de l'agence. Alors en fait, l'agence, on va avoir ce plan sur la table, avec les différentes salles, et à la fin de chaque scénario, les joueurs, par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire ou non, vont avoir un certain nombre de crédits. Ces crédits vont leur permettre de débloquer des nouvelles salles, ou des nouveaux équipements, ou des améliorations d'équipements, etc., etc. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. On verra tout à l'heure en physique comment ça marche, puisqu'on a quand même ce plan avec les autocollants, etc., etc. Donc c'est plutôt, il y a quelque chose de physique, quelque chose de mis en place qui est très très cool. Mais voilà, donc le but, c'est d'améliorer un peu le QG de la section 13, histoire d'avoir à la fin un nombre d'équipements et un choix d'équipements beaucoup, beaucoup plus large. Ensuite, on a une vue d'ensemble de la campagne, avec les différents scénarios. Et puis on arrive au scénario 1. Alors on va juste feuilleter très rapidement la suite avant de revenir dans la partie spoiler. Mais en gros, les scénarios, on va être sur une course-poursuite incessante, avec une personne qu'on va courser un petit peu à travers le monde. On va passer de l'Angleterre au Caire, on va évidemment être sur des bateaux, on va évidemment ensuite partir dans d'autres coins du monde, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour ne pas spoiler. Mais donc voilà, vous avez une campagne qui a un aspect extrêmement épique, extrêmement pulp, on est sur quelque chose qui s'inscrit dans la droite ligne des masques de Nyarlathotep, ou autres campagnes de Call of Cthulhu assez pulp au final, hein. On n'est pas, voilà, il va y avoir des moments horrifiques, il va y avoir des choses horribles, il va y avoir des choix à faire pour les PJ qui peuvent parfois être très difficiles, même si les PJ malins auront souvent une alternative, pas se le cacher. Mais il y a des moments où il va falloir faire des choix, et s'ils ne voient pas l'alternative, s'ils n'arrivent pas à trouver les chemins un peu dérivés, va être un petit peu compliqué de faire ces choix-là, donc voilà. Donc en effet, Section 13, c'est pas un jeu où on va avoir de l'horrifique pur, on va pas être viscéralement tendu, ou choses comme ça. Par contre, c'est du pulp Cthulhu, comme on l'a vu assez souvent dans les campagnes Cthulhu, et ça fait des très très bonnes campagnes, hein. Il y a des campagnes Cthulhu pulp qui sont vraiment vraiment très cool, et là, clairement, on nous ment pas sur le projet, je veux dire, on nous dit, vous allez jouer des James Bond dans l'univers de Lovecraft, on joue des James Bond dans l'univers de Lovecraft. Du coup, on n'est pas des pauvres âmes perdues, des scientifiques qui se disent « Ah mon Dieu, les horreurs indicibles ». Non, on le sait, c'est notre boulot, on est professionnel en fait. Alors, on n'a pas tous la même expérience, hein, les pré-tirés sont tous différents, mais il y a pas un côté caché, on va pas découvrir des horreurs innommables qu'on n'imaginait pas. On va avoir des chocs mentaux, etc., c'est sûr, mais on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on va traiter avec des forces occultes,
on sait qu'il va y avoir des ouvrages, des grimoires interdits, on sait qu'il va y avoir des êtres innommables, ineffables, etc. On sait qu'il va y avoir du sacrifice humain, on sait que voilà, on le sait. C'est ce qui donne à cette campagne un côté très masque de Nyarlathotep, comme je le disais, mais il y a d'autres campagnes comme ça. Un côté très pulp. On est vraiment, pour moi, au croisement entre le pulp pur et dur à la Achtung Toulouse et les scénarios de Call of Toulouse classiques. On est sur un entre-deux qui marche plutôt bien, sincèrement. Donc je rentre pas dans la partie spoiler pour l'instant tout de suite, c'est juste pour donner mon avis comme ça, pour ceux qui veulent avoir l'avis sans forcément se spoiler la campagne. Mais on est sur quelque chose qui est assez linéaire. On a 6 scénarios qui sont à jouer dans l'ordre. S'ajouteront à ces scénarios, puisqu'il y a un moment où une ellipse, hein, c'est pas spoiler que de le dire, il y a une ellipse au bout d'un moment, enfin il y a une ellipse temporelle, il y a un moment où il se passe un peu de temps où l'histoire n'avance pas. Il y a des scénarios en plus qui peuvent se rajouter à ce moment-là. Vous pouvez faire jouer vos scénarios à vous pouvez faire jouer d'autres choses, mais vous pouvez faire jouer aussi les scénarios du livre qui sortira très bientôt et qui était compris dans le pack total du financement des 12 singes sur Gammon Tabletop. Donc il y a pas mal de choses à faire avec cette campagne. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez également un deck de cartes d'équipement et vous avez également donc ce pack de MJ qu'on va feuilleter très rapidement ensemble pour ne pas non plus spoiler tout ce qu'il y a dans la campagne. Mais c'est pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité du matos et ce qui a été fait par les 12 singes, c'est quand même très important. Alors un petit coup d'œil sur le matos qu'il y a en plus, donc on a ce deck de cartes qui va représenter simplement le matériel de mission de la section 13. Hein. Donc on a des petites cartes comme ça, j'ai essayé de vous la rapprocher un petit peu, faire le point. Ces petites cartes avec à chaque fois donc le dé de matériel évidemment qu'on va lancer, l'encombrement, on en parlait tout à l'heure, la nouvelle règle d'encombrement, la portée et contact il s'agit d'une arme, et ensuite un petit texte qui nous dit que par exemple cette arme elle est dissimulable et on utilise le dé de matériel uniquement quand on l'a lancé. Donc on va avoir pas mal de petites cartes, donc des trucs de base, hein, les couteaux, les pistolets, les fusils, les mitraillettes, des munitions en plus si on va en prendre, mais ça prend de l'encombrement. On voit que la mitraillette par exemple elle prend 3 d'encombrement, hein. Donc on est vite limité. Une torche électrique, des cordes, des grappins, des outils de crochetage, pas mal de petites choses. Ça fonctionne plutôt bien, les cartes sont très cool, ça marche bien, sincèrement. Et vous allez voir, il y a un petit twist. Alors je vous montre pas toutes celles qu'il y a à la fin, puisqu'après il y a les petits trucs à débloquer dans la campagne, et on n'est pas encore dans la partie spoiler. Mais vous allez voir, ça marche plutôt bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? On a les dossiers de personnel. Alors, pour chaque PNJ, enfin pour chaque pré-tiré, pardon, vous allez avoir un petit dossier avec donc sa photo, son identité, sa petite histoire. Ensuite, vous avez la fin de son histoire, comment il a été recruté, une petite partie sur sa vie privée, les relations qu'il a avec tous les autres personnages, que ce soit de la section 13 ou les autres pré-tirés, toujours intéressant à jouer. Une partie fiche de personnage standard, hein, avec donc les sauvegardes, les langues qu'il parle, les ressources avec le score max actuel, parce que le score max va pouvoir changer, puisque les personnages vont progresser pendant la partie, des compétences qui au début ne sont pas encore utilisées, puisqu'il faudra les débloquer au fur et à mesure, les capacités du personnage qu'il faudra également débloquer au fur et à mesure de la campagne, une partie équipement, identifiant militaire, matériel de dessin, etc. etc. Jeannette peut transporter sans malice du matériel dont la valeur totale d'encombrement est 3 points. Donc 3 points, vous avez vu, la mitraillette fait 3 points, donc elle prend la mitraillette, elle prend rien d'autre. La progression, donc à la fin de chaque scénario, on va pouvoir choisir entre une nouvelle compétence, c'est-à-dire qu'on va cocher une des cases compétences qu'il y a ici, une nouvelle capacité spéciale, donc on va cocher une des capacités spéciales qui est ici, on pourra l'utiliser, ou alors une progression en disant un niveau de torche en plus, un niveau de bagou, un niveau de dé de vie et plus de points de vie, un niveau de santé mentale, un niveau de dégâts armés, plus 2 en intelligence. Voilà. Ils ont tous une progression qui est spécifique par rapport au personnage et par rapport à l'utilité qu'il a dans le groupe. Et évidemment, après, si on améliore la section 13, on aura des choses en plus à pouvoir améliorer au moyen de crédit. Il y a le coût en crédit qui est ici juste en dessous. Donc ça, c'est pour les dossiers de personnages. Hein. Ils sont tous sur le même modèle. Il y a donc 2, 3, 4, 5, 6 pré-tirés. Donc vos joueurs auront le choix, hein, parce que 6 joueurs à la campagne, c'était un petit peu beaucoup, je pense. Ensuite, nous avons, étrangement, 3 planches de stickers. Assez étrange. Au premier abord, on n'est pas habitué à voir ça dans les campagnes de jeux de rôle, mais en fait, on a 3 planches de stickers qui vont servir à quoi? Bien, je vais vous montrer tout de suite, en fait. Vous avez tout d'abord un immense plan que vous allez poser au centre de la table, qui est le plan du manoir Wellington, avec toutes les salles, et toutes les salles qui sont débloquables. Voilà. On voit par exemple ici que l'atelier est débloquable pour 3 crédits, le laboratoire est débloquable pour 3 crédits, la bibliothèque pour 2 crédits.
Vous avez également les choses qui sont déjà en place, hein, l'armurerie est déjà en place, le vestiaire également, et vous pouvez également améliorer la salle de cours, le salon de thérapie et la salle d'entraînement. Et comment ça va marcher? Bah tout simplement, vous allez prendre vos stickers quand vos joueurs vont acheter une partie d'équipement, par exemple. Imaginons qu'ils vont débloquer l'atelier. Vous allez prendre vos stickers d'atelier, vous allez le décoller, vous allez le coller ici. L'atelier sera maintenant opérationnel. Et puis, vous avez même un sticker de la salle d'atelier. Vous le prenez, vous le remplacez celui d'ici, parce que voilà, c'est plus une salle qui est en bordel, ça sera une salle où il y aura une jolie table, etc., etc. Ça fonctionne pour le plan ici, mais vous avez également, je vais ranger ce plan, hein, qui est beaucoup trop grand pour ma caméra. Vous avez une version un petit peu plus petite du plan, ici, voilà. Et vous avez donc d'autres autocollants qui vont venir se greffer aux cartes. Par exemple, si je prends cet autocollant encombrement 0, encombrement 2, etc., etc., eh bien, il va y avoir moyen d'améliorer les équipements pour baisser le niveau d'encombrement. Ce qui fait que, par exemple, ma mitraillette qui est ici, ou mon fusil qui est là, et qui a 3 d'encombrement, je vais prendre ce petit stickers 2 d'encombrement, et je vais venir le caler ici, sur le 3 d'encombrement, pour dire que j'ai baissé le poids de mon fusil. Pareil, on va pouvoir jouer sur la portée des armes, mais pas que. On va également pouvoir débloquer des nouvelles armes, hein, stylo anesthésiant, bijoux d'ammoniac, etc., etc. On les spoil pas trop. Et vous avez également des choses que vous allez pouvoir améliorer directement sur les équipements. Par exemple, ça va être pour améliorer le crochet. Par exemple, on voit que toutes les armes à feu, il y a écrit « devient inutilisable si immergé ». Et ici, on va pouvoir les améliorer pour que, s'ils sont immergés, hein, parce qu'on peut peut-être mettre souvent les pieds dans l'eau, on pourra faire un test de dé de matériel après immersion pour voir si ça fonctionne ou non. Donc voilà, on a toute cette partie un peu legacy qu'on trouve dans les jeux de société où on va mettre des stickers sur nos trucs, etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve ça génial. Après, ceux qui n'aiment pas qu'on touche ou pas, les objets, en termes de rejouabilité, je ne sais pas. Est-ce que c'est du décollable ou recollable? Je suis pas convaincu. Je ne sais pas du tout. Après, moi, j'ai toujours vu ces campagnes un peu comme des one-shots. Hein. On va être très clair. Alors oui, ça fait 140 € le one-shot. Hein. Mais voilà, après, rien ne nous empêche de prendre d'autres solutions. Mais moi, je trouve ça très cool qu'ils aient fait ça. Il y a un petit côté où on voit les choses évoluer au fur et à mesure et c'est très sympa. Donc après ces deux plans et ces planches de stickers, nous rentrons dans le cœur du sujet des aides de jeu. Et alors là, je vais pas toutes vous les sortir parce que ça va spoiler à mort, mais juste pour que vous ayez conscience un peu de ce que ça représente, ces aides de jeu. Voilà, ça, tout ça là, ça, c'est toutes les aides de jeu. Il y en a, je ne sais pas. Il y en a, ça va de la 1 à la 507, mais alors ouais, non, mais c'est pas, il n'y en a pas 507, c'est trié par, il y a une iconographie qui fait que le premier chiffre est le numéro du scénario. Mais voilà, ça va de lettres, évidemment, à des rapports confidentiels. C'est du recto verso, hein, en plus, hein, on n'est pas sûr, voilà. On fait pas les choses à moitié. Après, il va y avoir pas mal de petits trucs de bouquins à débloquer, des plans de Londres. Qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop spoiler? Des plans du Caire. Voilà, on va arrêter le spoil ici, hein. Mais on est sur un niveau d'aide de jeu qui est, bah, j'allais dire exceptionnel, mais en fait non. On est sur un niveau d'aide de jeu qui est dans ce que les 12 singes ont l'habitude de nous offrir. Alors là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Enfin, même si les 12 singes ont l'habitude d'en offrir beaucoup, là, il y en a quand même vraiment, vraiment beaucoup. C'est la particularité de ces jeux des 12 singes, c'est ce qui fait que moi je les apprécie énormément, ces campagnes, c'est que voilà, on est à table, on distribue des choses à nos joueurs qui vont pouvoir lire, etc. Sachant que, en plus, voilà, il y a tous les petits briefings de missions, etc. Il y a un truc qui est plutôt chouette, c'est que dans la campagne de financement, ils ont débloqué les briefings audio. Alors que j'ai pas encore vu si c'était disponible, je les ai cherchés tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Mais ça peut être rigolo aussi d'avoir des briefings d'émissions un peu la mission impossible, du coup. Où c'est une partie audio qui va être entendue par les joueurs, ça peut être un petit peu rigolo. Allez, terminons avec toute cette partie un peu foutraque machin et rentrons dans le cœur du sujet. Je vais vous spoiler la campagne tout simplement. Alors la campagne de section 13, elle est faite de 6 scénarios et maintenant qu'on est entre nous, on va pouvoir en parler un peu plus précisément.
On a 6 scénarios qui vont être linéaires, enfin pas pour il n'y a pas de moment où on va jouer, où on va choisir dans quel ordre on les joue, non, ils sont linéaires et en fait, la fin de chaque scénario va enchaîner sur le prochain. Alors il y a des scénarios qui vont s'enchaîner directement, hein, où les joueurs n'auront pas le temps de retourner au QG pour améliorer les choses, faire leur tempête et cetera. Et puis ça va aller très loin même puisque on va voyager pas mal et puis on va même voyager dans le temps, hein. On va être très clair, le dernier scénario se passe au XVIIe siècle. Donc, on a une campagne qui est une sorte de chasse à l'homme, du début à la fin, où on va essayer de faire en sorte d'arrêter un rituel qui a pour but de réveiller le grand Cthulhu, évidemment, hein, pour une fois que c'est lui qui est au centre d'un jeu Cthulhu, ça fait toujours plaisir quand même. Allez, on jette un petit coup d'œil au scénario, on va voir un peu ce qui s'y passe, mais vous allez voir, c'est, une vraie course-poursuite, c'est haletant par moments, il y a des moments de répit, hein, qui sont intégrés à la campagne, mais pas tant que ça. Et au final, les joueurs, ils vont devoir foncer, et c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant en tout cas, donc on va voir ça. Alors le premier scénario, c'est les prémices. C'est un scénario qui va permettre de, faire de la mise en place pour les joueurs, pour qu'ils s'intègrent un petit peu à l'univers, qu'ils voient un peu comment ça fonctionne et cetera. On commence donc à Londres, au Royaume-Uni, en septembre 1927. On a une introduction avec un briefing de mission où on nous explique que il y a plusieurs petites choses qui se passent en simultané. Il y a notamment donc un artefact dans un musée, une pyramide qui fait exploser une vitrine. On a également une personne qui s'est évadée d'un asile. On va enquêter là-dessus. On va se rendre compte qu'en fait la pyramide a explosé puisqu'il y a une autre pyramide. Alors on va se rendre compte ou pas, hein, les joueurs peuvent passer à côté, hein. Une autre pyramide identique est passée à côté. Et en fait, les deux pyramides sont deux parts d'un seul et même objet, qui est un octoèdre, qui est en fait un moyen de créer un canal pour faire une invocation rituelle pour invoquer Cthulhu. La personne qui est à l'asile est devenue folle après avoir vu Cthulhu. Ça, les joueurs le savent en fait dans les briefings d'avant-mission qu'on leur a donné sur l'histoire de la section 13, etc. Donc déjà, il va falloir qu'ils fassent des liens entre des choses qui sont pas naturelles, mais ça va leur montrer que dans le jeu, il va falloir qu'on mette le nez dans les têtes de jeu, il va falloir qu'on farfouille, il va falloir qu'on cherche un petit peu, et on va pas tout résoudre avec un jet d'intelligence ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Là, pour le coup, le rythme est assez posé. Ils vont enquêter dans Londres, et deux, trois petits trucs à faire, des petites enquêtes à mener. Ils vont se rendre compte au final, après enquête à l'institut de santé mentale et en enquêtant sur le musée, qu'au final, ils vont prendre la piste de Gloucester Hill. Je ne sais plus où est ce personnage. Bref, ils vont arriver au manoir, sur la piste de Gloucester Hill. Ils vont arriver au manoir, ils vont trouver la personne folle qui est attachée sur une chaise, enfin, etc., etc. Bref, ils vont finir par comprendre qu'ils doivent poursuivre ce Gloucester Hill, c'est très important. Donc, ils vont directement partir en bateau, direction Le Caire. Le problème, c'est que le scénario 2, qui s'appelle Terreur en Méditerranée, nous explique que le voyage en bateau va pas être si simple que ça. Et encore une fois, on a un scénario un peu à tiroir, puisqu'il va y avoir une première chose qui va être pas de bol, hein, on est dans un scénario pulp, hein, pas de bol, il y a des pirates à bord, enfin des trafiquants d'armes à bord qui vont prendre le bateau en otage, pas de chance, et en plus de ça, comme on voyage avec un morceau de la pyramide, et qu'on suit un bateau qui lui aussi porte un morceau de la pyramide, au passage, on a réveillé des forces impies abominables au passage du premier bateau, et nous on va se les prendre sur la tronche. Donc il y a une sorte de lichen qui va progresser le long du bateau pendant tout notre trajet en Méditerranée. On va notamment s'en rendre compte à la première escale. Et puis au final, ce lichen va finir par s'immiscer dans les gens pour en faire des zombies. Donc on se retrouve sur un bateau avec des zombies, avec des pirates, enfin des trafiquants d'armes qui prennent le bateau en otage. C'est le bordel. Comment les joueurs vont faire pour réussir à résoudre ce problème? Alors là, c'est un scénario qui va leur apprendre que on a beau être des James Bond, faut agir discrètement quand même. Voilà, au frontal, ça passera pas. Et donc c'est bien expliqué dans les règles, je trouve, c'est plutôt chouette. Ils vous disent, voilà, si vos joueurs veulent faire du frontal, la première fois, on fait une ellipse, hein, c'est fondu au noir, t'as pris une balle dans le torse, t'as réussi à en tuer un, mais ton compagnon, il est aussi mal embarqué que toi. Vous leur faites comprendre que voilà, la prochaine fois, c'est dead, vous êtes mort. Parce que ils sont plus nombreux, ils sont plus armés, ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus armés. En tout cas, ils vont se débrouiller avec tout ça pour finalement arriver au Caire. Alors, là, il va y avoir une enquête pour réussir à retrouver la trace de Gloucester Hill. Notamment, ils vont le suivre dans une fumerie d'opium avec un passage qui est vraiment, vraiment très, très chouette.
Il y a beaucoup de moments. Alors, c'est très linéaire hein, comme campagne. Hein. Vraiment, c'est très, très, très linéaire. Même si les joueurs peuvent rater beaucoup de choses. Hein, ils peuvent rater ce passage dans l'Infini Opium. Mais il y a des passages qui sont clés, qui sont vraiment très impactants et très marquants et qui sont vraiment très cool. Ensuite, donc, on va partir pour Alcavat, qui est l'endroit où tout va se passer. On va essayer de trouver un endroit, en fait. Le Glustaril a récupéré la pyramide et il veut retrouver l'endroit où le rituel a eu lieu. Donc il y a un Américain qui nous emmène là-bas. On va sauver l'Américain, on va partir les suivre dans le mastaba du désert. Là-bas, il y a un gros rituel qui va se passer où notre cher Gloucester Hill, quand on dit qu'on va dans le pulp, on ne rigole pas. Hein. Notre cher Gloucester Hill, il va faire dans les sous-sols son invocation pour invoquer Kefren, qui est l'ancien patron du culte du soleil noir. Pendant ce temps-là, ces apôtres vont être au-dessus en train d'invoquer Nyarlathotep, hein, juste pour que Nyarlathotep puisse se défendre contre Kefren quand il va être ressuscité. Qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs? Ils vont foutre le bordel. Évidemment, ils vont logiquement, s'ils se débrouillent bien, réussir à empêcher l'invocation de Nyarlathotep, ce qui fait que le pauvre Gloucester Hill, quand il va se retrouver face à la momie de Kefren, il va être un peu désemparé et il va crever. Fin du 3e scénario, nous avons une momie qui est en liberté dans la nature avec des pouvoirs incommensurables, le mec qu'on suit qui est décédé, et on a quand même réussi à ne pas faire invoquer Nyarlathotep. Bon, ok, c'est pas mal. Là, on a une grande ellipse où des scénarios vont s'intégrer, et je conseille personnellement d'attendre d'avoir le bouquin en plus avec les scénarios qui viennent s'incruster à l'intérieur là, parce qu'il y aura que plus de surprises à la reprise. Je vais vous expliquer. Là, il y a une ellipse de 6 mois dans laquelle vous pouvez intégrer des scénarios, et notamment les scénarios de Opération Spéciale, qui est le bouquin qui va arriver après, je ferai la vidéo dès qu'il sera disponible, et dès que j'aurai le feu vert des 12 singes. Et donc ces scénarios vont noyer un peu le contexte, pour pas que ce soit cette impression on avance uniquement dans la bonne histoire. Et c'est intéressant de le faire puisque le 4e scénario, on va reprendre donc la campagne, et en fait, on part pas du tout sur la suite de la campagne à la base. On se rend pas compte qu'on est sur la suite de la campagne, puisque Gloucester il est mort, hein, comme on est censé le savoir. On verra après qu'il n'est pas mort en réalité. Il a un pouvoir qui fait qu'il se réincarne depuis des centaines d'années, dans sa descendance notamment. Mais du coup là, c'est un scénario où en fait, il y a une créature qui tue des gens dans un village. Hein, ça fait un peu la bête du Gévaudan. Et donc on est amené à enquêter sur ça, un truc ignoble où des gens qui se font déchirer, déchiqueter, etc. Donc à Barrowmoor. Et on a donc tout le rapport, évidemment, du policier sur place qui a déjà commencé à enquêter, des petits PNJ, l'intervention du maire, ils vont faire des battues, etc. Donc une ambiance très, 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 très cool. Ce scénario est vraiment, vraiment, il est vraiment très, très cool. Et puis au final, on va se retrouver à pauvre patatras. Merde, en fait, cette créature, c'était une créature magique qui avait invoqué Gloucester Hill, qui n'a pas le même nom ici, hein, parce que ça fait quand même des années et des années qu'il habite là, en fait, qui est son manoir. Tout le monde dit que c'est un mec bien, il finance la ville, etc. Et donc, en plus, il y a la momie de Kefren qui est pas loin, même si les joueurs vont passer à côté sans forcément le savoir. Et donc, au final, ils vont se rendre compte que c'est une statue magique qui s'est activée, en fait c'est un moyen de défense qui avait été offert par Yog-Sothoth à Gloucester Hill, qui va s'activer au moment où Kefren va vouloir rentrer pour récupérer ses biens. La statue va s'activer, Kefren va se faire botter le cul par la créature, donc il va être blessé, il va finir par se réfugier ailleurs, et quand les PNJ vont arriver, donc il va falloir que ils vont se rendre compte qu'en fait que Gloucester Hill n'est pas mort, ils vont se rendre compte que tout ça est relié en fait aux 3 premiers scénarios. Et c'est plutôt cool, parce qu'ils s'en rendent compte un petit peu à la fin quand ils vont explorer le manoir. Et là, ils vont normalement, ils sont assez intelligents pour faire les liens, parce qu'ils peuvent passer à côté, vraiment. Hein. Ils vont découvrir que il est pas mort en fait, Gloucester Hill, et il est possible qu'il soit aux USA, en Nouvelle-Angleterre. Et donc il va falloir aller le chercher. Donc là, il y a pas mal d'indices à récupérer sous Gloucester Hill sur l'invocation, comment est le rituel, comment on doit l'arrêter, comment ça se passe, etc. Un scénario vraiment, vraiment très cool, et je pense qu'il est encore mieux, vraiment, si vous avez fait jouer d'autres scénarios entre celui-ci et celui d'avant, parce que du coup, la surprise ne sera que plus totale quand vous arriverez ici au moment où, patatras, le twist, en fait, c'était Gloucester Hill, il est pas mort. On va donc poursuivre Gloucester Hill en Nouvelle-Angleterre. On va arriver, on va continuer à enquêter sur lui. Toujours 1 milliard lettres de jeu, hein, ça, pas la peine de le répéter très très longtemps. On va arriver évidemment à Arkham, Massachusetts.
On va retrouver des gens qu'on connaît bien, Henry Armitage, l'université d'Arkham, évidemment, où on va commencer à enquêter sur les différents ouvrages. Chose très intéressante, suivant les indices qu'ont récupérés les joueurs, suivant ce qui a été fait plus tôt, ils vont avoir accès à plusieurs personnes de l'université qui vont leur redonner d'autres informations, etc. Donc là, il y a un côté où les joueurs vont se sentir vraiment «Ah, on a trouvé ça nous-mêmes, c'est cool, et ça nous débloque ce truc-là, cette partie-là, et on comprend cette partie de l'histoire, etc.» Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Ensuite, ils vont aller au jardin botanique, ils vont être invités là-bas. Il va y avoir une attaque de Kefren qui veut nous casser la tête. Et on va continuer comme ça. On va se rendre compte au final que on a mis fin à la tentative de Gloucester Hill d'invoquer Cthulhu, et donc Gloucester Hill, il a un problème. Le problème, c'est que il se rend compte que le rituel peut être fait qu'à un certain moment donné, hein, et tous les, je sais plus, 28, 36 ans, je sais plus combien, enfin, tous les très très longtemps, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se barre dans le temps. Ça, les gens le savent pas, mais en tout cas, il se barre dans le temps, grâce à une sorcière qui s'appelle Kezia, qui est une sorcière un peu maléfique. Et si les joueurs veulent le suivre, il va falloir qu'ils fassent un pacte avec Kezia, un pacte où il devrait récupérer le médaillon d'un jeune garçon dans un orphelinat. Donc quand je vous dis qu'il y a des choses à faire dans les scénars, c'est qu'il y a des choses à faire, hein. Vraiment. Donc ils se débrouillent comme ils veulent, il y a moyen de la duper un peu, cette Kezia. Quoi qu'il arrive, normalement, ils vont réussir à faire le pacte avec elle, et elle va les envoyer là où elle a envoyé Gloucester Hill, c'est-à-dire derrière le portail, c'est-à-dire en 1692. Donc ils vont se retrouver dans une baraque au milieu de nulle part, avec des cadavres, et dans une époque qu'ils ne connaissent pas, qui est entourée par les Amérindiens. Ils sont pas très loin du village de Salem. Ils vont arriver dans ce village de Salem qui a été divisé en 2 covents. Celui que Gloucester Hill a monté et celui de Hobbs, qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui se tirent un petit peu la bourre. Les joueurs sont au milieu de cette poudrière. Il va falloir qu'ils se débrouillent un peu comme ils peuvent pour savoir qui est qui fait quoi, et réussir à arrêter le rituel qui se tiendra à une date précise, à un moment précis. Et donc, on a une campagne qui est, qui est sacrément dynamique, quoi, vraiment. Vraiment. Ensuite, à la fin, on a évidemment donc le rappel des prêts tirés, mais c'est ce qu'on a déjà dans les dossiers de personnages. Et puis, on a une petite partie sur la magie, puisqu'il va y avoir des ouvrages du mythe à analyser, notamment des Vermis Mystery. Et les joueurs vont choper des sorts. Alors, on n'est pas obligé de leur en donner 1 milliard, hein, c'est pas forcément la peine. Mais par contre, il y a des sorts qu'ils vont devoir utiliser pour pouvoir arrêter certains rituels. Voilà, on peut jouer juste ces sorts-là si on a envie. Mais voilà pour ce qui en est de la campagne, on passe à la critique. Alors au final, qu'est-ce que ça vaut cette section 13? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je le conseille pour le jouer ou pas? Ceux qui ont regardé la partie spoiler ont déjà une partie mon avis. C'est une campagne qui est très linéaire, et là il faut être clair, hein, on n'est pas sur les encagés ou la ville en jaune, ou non. C'est très linéaire, on a 6 scénarios qui se suivent, auquel on peut en intercaler quelques autres, mais c'est très linéaire. Est-ce que c'est un défaut? Je ne pense pas. C'est une campagne qui est extrêmement dynamique, il y a beaucoup de choses à faire, qui va être extrêmement surprenante à certains moments. C'est une campagne qui a une écriture qui va faire réfléchir un petit peu les joueurs. Tout va pas leur tomber dans le bec tout cuit. D'ailleurs, à la fin de chaque scénario, pour information, pour gagner des crédits, les personnages, on va avoir une table tout simplement qui nous dit: est-ce qu'ils ont trouvé ça? Oui, plus 1 crédit. Est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Oui, plus 1 crédit. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ah oui, bah, moins 1 crédit, etc., etc. Donc on a vraiment une campagne où les joueurs peuvent passer à côté de certaines choses. Heureusement, l'auteur a réussi, à des moments donnés clés de la campagne, fait en sorte que, bah, il travaille aussi avec d'autres personnes, c'est nos enquêteurs, nos investigateurs. Et du coup, bah, il y a des moments où le QG va leur dire: «Ah, en fait, briefing de vos prochaines missions, nous on a enquêté là-dessus et là-dessus et là-dessus, et en fait, voilà, il se passe ça, ça, ça et ça». Et donc les joueurs vont se dire: «Bon, bah, on a peut-être raté des trucs», mais au final, ils vont quand même avoir les infos. Pas toutes, évidemment, ils vont passer à côté de choses s'ils réfléchissent pas, mais ils vont quand même avoir les infos essentielles, ils vont quand même comprendre ce qui s'y passe. On a une campagne qui est extrêmement pulp et dynamique, on a une campagne avec des scénarios qui sont assez différents les uns des autres, hein. Ceux qui veulent se spoiler, allez voir la partie spoiler, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, et ça va assez loin dans le pulp et dans l'affrontement des forces occultes. Et on a quelque chose de très, très décomplexé, qui fonctionne très, très bien. Il y a une super ambiance, vraiment. Il y a vraiment cette ambiance James Bond, où il va se passer quelque chose tout le temps, en fait. On va prendre le bateau pour aller d'un point A à un point B, bah, il va se passer un truc, et forcément. Il peut pas ne rien se passer.
Dire James Bond, il va au casino, il se passe quelque chose, il va manger une pizza le soir, il se passe quelque chose, il va se coucher, il se passe quelque chose. C'est le même principe. À chaque moment, il va se passer quelque chose d'important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, vu que c'est linéaire, ça permet d'avoir énormément de scènes clés qui sont très fortes. Il y a certains scénarios qui sont, en termes d'ambiance, vraiment, vraiment très, très chouettes. Après, il faut être d'accord pour, à table, qu'on parte dans le grand n'importe quoi à certains moments. Je veux dire, il y a de la magie, il y a des créatures horribles, il y a des machins. Ça fait partie du truc. Alors on n'est pas sur du Horror Arkham ou sur du Arkham Toulouse, hein, on va pas, tirer à la sulfateuse sur des créatures de 50 mètres de haut, mais il y a quand même cet aspect-là où on va avoir accès à des trucs auxquels normalement dans Toulouse, au moment où on y a accès, on meurt quoi, enfin c'est pas possible. Là c'est pas le cas. Donc ça donne une campagne qui a l'air vraiment, alors j'ai pas fait jouer encore, hein, on risque de la jouer sur la chaîne, je pense. Mais ça donne une campagne qui a l'air, ça donne envie de jouer. On a l'impression que l'auteur, il a écrit cette campagne à table, en fait, en jouant avec des gens et qu'il a progressé dans son histoire au fur et à mesure. Il y a des moments vraiment surprenants, il y a, des choix à faire qui sont surprenants. Donc c'est une campagne qui est vraiment très, très chouette. Le matos est dingue, hein, sincèrement, je trouve le bouquin vraiment, vraiment très, très chouette. Je trouve la maquette simple à lire, efficace, on avance dedans très, très facilement. Les aides de jeu, bah, vous avez vu la quantité d'aides de jeu qu'il y a, c'est phénoménal, encore une fois. C'est du papier, glacé, c'est de la qualité, ça marche bien. Le petit côté où on met ses autocollants sur, ses cartes, où on met ses autocollants sur le plan et cetera, bah ça je trouve ça super cool parce qu'à table, ça marche vraiment, vraiment très bien. À voir, nous on le fera sûrement en distanciel, donc à voir comment ça marchera en distanciel. Je sais qu'il y a un pack, virtuel, qui a été débloqué pendant la campagne et qui était en vente, donc on va voir si on peut en avoir un pour pouvoir le faire jouer. Mais en tout cas, moi je suis content. Voilà, encore une campagne sur Cthulhuac qui fonctionne. Cthulhuac continue à regarder droit dans les yeux Call of Cthulhu et à lui dire: «Hé bonhomme, il va falloir que tu te ressaisisses». Non, non, c'est une excellente campagne, sincèrement. Beau travail pour un, c'est la première campagne de l'auteur, je crois que c'est même le premier écrit de l'auteur, je crois. Donc en tout cas, il a fait un boulot assez dingue. Félicitations à lui. J'ai très, très, très hâte de le faire jouer et c'est généralement plutôt bon signe. Quand j'ai fini de lire un jeu et que je me dis: «Ah là, j'ai envie de le faire jouer». Il y a plein de moments dans la campagne où en la lisant, bah, je me disais: «Ah et cette scène-là, je pourrais la faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Et ça veut dire que c'est assez évocateur pour qu'il y ait des idées qui pleuvent et des idées qui viennent. Alors on n'aura pas toute la liberté qu'on peut avoir dans certaines campagnes, les joueurs, n'auront pas toute la liberté qu'ils veulent non plus. Mais ça fait partie du deal, hein. Si on veut un truc qui soit vraiment dynamique, où les joueurs se perdent pas en pistes secondaires et cetera, il faut un truc qui fonce, qui aille droit à l'objectif et c'est un peu ça quoi, c'est le Fast and Furious des campagnes de Cthulhu. On n'est pas sur un truc qui va prendre son temps et qui est posé. On avait par exemple pour les engagés cette deadline temporelle qui faisait que les joueurs pouvaient pas aller n'importe où, mais c'était quand même très, très ouvert, donc ils avaient cette pression de trouver, être efficace dans leur recherche. Là, on n'est pas là-dessus. On va au point A, on va au point B, on va au point C, on va au point D, on va au point E. On a peut-être raté des trucs en chemin, mais en tout cas, on fonce, on y va, quoi. On n'est pas là pour réfléchir, on réfléchira plus tard. Même si, s'ils ne réfléchissent pas assez, ils peuvent rater des choses. Et ça, c'est intéressant, parce que, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, mais ça n'empêche pas que les joueurs derrière, les personnages doivent réfléchir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très, 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 très bientôt pour, d'autres trucs. On va reparler de Cthulhu dans pas très, très longtemps et d'autres choses également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao!